Quand on me demande ce que je fais, eh bien je réponds que je parcours le monde pour comprendre comment les villes se régénèrent. Moi je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un professeur, pas en train d'écrire une thèse, je veux simplement offrir un nouveau regard sur l'urbanisme. Un regard plus sensible, plus incarné, plus compréhensible. Ce regard je le nourris des récits de vie de celles et ceux qui s'engagent par leur métier à repenser nos espaces urbains. Et de tout cela naît une vision de la ville, de ses fragilités, de ses renaissances. Et c'est cette vision que j'ai choisi d'explorer pendant une année de voyage, qui est donc le projet que j'ai appelé Reshaping Cities Initiative. Bienvenue dans Un tour du monde de nos villes, le podcast de Reshaping Cities Initiative qui donne la parole à celles et ceux qui vivent et repensent nos villes aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, cap sur Buenos Aires, capitale de l'Argentine et centre politique, économique et culturel du pays. Fondée en 1536 puis refondée en 1580, la ville s'étend aujourd'hui sur plus de 200 km² pour sa seule juridiction centrale, Ciudad Autónoma, et sur près de 3800 km² si l'on inclut sa vaste agglomération métropolitaine appelée AMBA. Elle regroupe environ 3 millions d'habitants dans la ville-centre et plus de 15 millions dans l'ensemble de l'aire urbaine. Son urbanisme est marqué par un plan en damier, hérité de la colonisation espagnole, structuré autour de grands axes orthogonaux, de quartiers densément bâtis, et traversé d'îlots réguliers aux façades néo-haussmanniennes, typiques des grandes avenues du centre historique. On y retrouve aussi des tours modernes, des friches industrielles reconverties et des villas miserias, ces quartiers informels où vivent plus de 10% de la population métropolitaine. Buenos Aires est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. Une crise du logement, une spéculation foncière persistante, une gouvernance métropolitaine fragmentée et des politiques d'aménagement souvent menées sans vision d'ensemble. Et pourtant, la ville demeure vibrante, habitée, pleine de contradictions et d'inventivité. Dans cet épisode, c'est Thomas Massin, urbaniste formé à Paris, qui nous partage son regard sur cette ville qu'il arpente, qu'il enseigne et qu'il a adoptée voilà maintenant 15 ans. Alors Thomas, j'aimerais que l'on commence par ton parcours. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et où en es-tu aujourd'hui? Et d'ailleurs, où sommes-nous là en ce moment? Aujourd'hui, on est à Buenos Aires. Je sais que c'est la première étape des aventures, donc c'est un honneur pour nous que ce soit l'Argentine. Et plus précisément, on est au consulat de France à Buenos Aires, consulat général de France à Buenos Aires, où je travaille depuis maintenant 5 ans. Je travaille au service social, donc on s'occupe de tous les cas complexes des Français ici qui pourraient avoir des difficultés. Donc ça, c'est la dernière étape de mon parcours professionnel qui a été assez sinueux. Donc moi, j'ai une formation Sciences Po à la base et j'ai fait donc le master d'urbanisme de Sciences Po, le cycle d'urbanisme, il y a déjà une vingtaine d'années pratiquement. Et donc j'ai travaillé ensuite, en Argentine tout de suite, sans trop entrer dans les détails, donc dans une ONG qui s'occupait de mobilité urbaine, l'Institut pour la ville en mouvement qui n'existe plus. Je suis ensuite rentré en France. Pendant 4 ans, j'ai été à Paris où j'ai travaillé à la région Île-de-France et ensuite à l'Institut Paris Région. Et je suis revenu en Argentine en 2017 où j'ai travaillé comme urbaniste, pardon, pour différents projets ponctuels et comme prof et chercheur dans différentes universités. Voilà, et la pandémie est arrivée, la situation des profs chercheurs ici, est compliquée et j'ai donc postulé au consulat où j'ai été pris et voilà, où je suis maintenant depuis 5 ans. Il y a un moment où l'Argentine et Buenos Aires sont entrés dans ta vie. C'était un détour, une parenthèse, une évidence ou un projet de longue date? Mais rien du tout, un hasard je dirais, rien n'était programmé, je ne pensais pas terminer ici. Voilà, des rencontres, des opportunités ici. Tout a été facile quand je suis arrivé. Je n'étais jamais venu en Amérique latine, je n'avais aucun lien affectif, familial, avec ce continent à la base et tout a été facile. Voilà, l'expatriation à Buenos Aires est simple, en tout cas pour un Français et pour moi en particulier, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde.
Ton premier regard sur la ville, quels ont été tes premiers ressentis en découvrant Buenos Aires? Qu'est-ce qui t'a frappé ici? J'avais quand même vécu à Paris quelques années et c'est une constante dans ma vie, j'ai toujours été vers des villes de plus en plus grandes. Moi, je suis Dijonnais à la base. Dijon, après je suis allé à Lyon, ensuite à Berlin et ensuite Paris. Voilà, ça j'ai toujours aimé cette montée, poids démographique et donc Buenos Aires, aujourd'hui c'est presque 17 millions d'habitants. À l'époque, c'était un peu moins. Donc j'étais frappé en particulier par les distances. Mais aussi, voilà, l'intensité de la vie urbaine. Du trafic, hein, on n'est peut-être pas au niveau d'autres capitales latino-américaines, les villes brésiliennes, Mexico, Bogota, Lima, où je pense qu'il y a d'autres problèmes plus intenses. Mais quand même, c'est ce qui m'a le plus frappé en arrivant ici. Cette taille et cette intensité urbaine. Et ton installation, comment ça s'est passé? Comment tu as appris l'espagnol? Comment tu t'es adapté à la culture, argentine? Comment tu as fait des rencontres aussi? Comment tu t'es intégré? Est-ce que tout ça a été fluide, facile ou est-ce que ça a été tendu? Non, tendu, pas du tout. Non, comme je te disais, c'est un pays où mon adaptation a été facile. Une phrase qu'on répète souvent ici, c'est que c'est la ville la plus européenne du monde finalement. C'est un creuset de l'immigration européenne, des Italiens, des Espagnols, des Polonais, des catholiques, des Juifs. On a des Basques, des Arméniens, et cetera. Donc moi, je me suis senti tout de suite très à l'aise. On sait, c'est peut-être un cliché, mais les Sud-Américains, les Latino-Américains, les Argentins en particulier, sont très sociables. On est tout de suite invité, à des assados ou à des parties de foot, non, aucun problème d'adaptation. Mmh. Mmh. Alors aujourd'hui, parlons d'urbanisme. Quelle est ta manière de penser le métier d'urbaniste ici? Et quand on enseigne l'urbanisme à Buenos Aires, est-ce que c'est un secteur qui a des débouchés professionnels qui sont importantes? Alors côté enseignement, c'est compliqué. Donc l'urbanisme n'est pas enseigné tel quel, à une exception près. En général, il est enseigné dans les facultés d'architecture, les écoles d'architecture et c'est un cours qu'on a en dernière année. On a quelques heures, dans l'année et c'est tout. Voilà, dans certaines facs, je crois d'ailleurs, c'est un cours, optionnel. Il y a une seule exception, il existe une licence en urbanisme, qui se fait dans une université publique de la grande banlieue de Buenos Aires, mais c'est des effectifs très réduits, c'est une dizaine d'élèves, par an, voilà. Et ensuite, il existe quelques masters, je dirais peut-être une dizaine en tout en Argentine. Ça va, ça vient selon les années, selon les effectifs et cetera. Les débouchés sont rares, hem, il y a quelques masters bien identifiés qui permettent d'entrer dans la gestion publique, hein, parce qu'il y a des liens qui existent, entre l'université et les mandats politiques. Heu, pour le reste, c'est plus compliqué. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement ici, c'est, la capacité des villes à mettre en œuvre, de l'urbanisme, de la planification et à part quelques exceptions, les grandes villes, Buenos Aires, Cordoba, Mendoza et cetera, la plupart des autres villes ont des services très réduits. On a des villes de banlieue qui peuvent avoir 400-500 000 ou plus d'habitants et qui ont des services de 3-4 personnes, plus ou moins bien formées. Donc là, il y a un vrai manque technique, à ce niveau-là et ces communes ne vont pas forcément vers les formations d'urbanisme pour recruter. Il y a beaucoup de choix politiques, des gens qui ont participé à la campagne et cetera. Donc voilà, la professionnalisation de la fonction publique ou la fonction territoriale en Argentine, ça c'est un vrai sujet, mais qui est très peu abordé, malheureusement. Tu as justement collaboré avec des organismes internationaux importants ici, comme la Banque interaméricaine de développement. Quel sens tu donnes à ces expériences? Qu'est-ce qu'elles t'ont appris sur les projets à Buenos Aires? L'impression que j'ai, c'est que c'est très utile, hein, c'est les seuls organismes capables de financer des projets de grande envergure aujourd'hui. Cependant, je trouve qu'on manque de cohérence. C'est souvent des projets au coup par coup, il n'y a pas de plan d'ensemble. Alors c'est pas seulement vrai pour, ces projets financés par les grands bailleurs internationaux, mais aussi pour la ville de Buenos Aires en particulier, qui a pas de plan stratégique à quelques années. Tout se fait au coup par coup, de manière ponctuelle, sans forcément, réfléchir beaucoup à ce qui serait nécessaire de faire ou non. Donc ces organismes ne vont pas contre ça. Ils ne font pas un projet contre, en échange d'une vision, planificatrice, non. Non, c'est du gagnant-gagnant entre les 2. Ça permet de faire un coup de pub politique.
Ça permet d'employer du monde, hein. Beaucoup d'urbanistes ici, vivent grâce à ces projets, qui sont souvent ponctuels. C'est des contrats, qu'on passe avec la BID par exemple pour, 12 mois de travail ou 2 ans. Il y a également quelques fonctionnaires, hein, qui sont fonctionnaires de ces organismes, mais c'est plus rare. Alors pour moi, à titre personnel, c'est des expériences qui ont été un peu frustrantes. Voilà, je le dis sans filtre. Donc il y avait des moyens, on est plutôt bien payé quand on travaille pour ces organismes. Il y avait un portage politique certain. Dans l'un de mes projets, il y a eu un décret présidentiel, donc du plus haut niveau politique ici. Et malgré ça, au bout d'un an, le projet est resté lettre morte. Ça s'est arrêté d'un coup pour, des raisons en particulier politiques, liées à des élections, des échéances électorales. Et sur les autres projets, dans lesquels j'ai travaillé, c'était un peu la même chose. On rend un rapport et ça donne pas grand-chose. Dans le meilleur des cas, il est publié, circule dans des cercles déjà, formés et ça en reste là. Donc il y a très peu d'applications pour moi, ensuite dans la vie réelle. Il y a des exceptions, je connais des projets qui ont bien marché, ceux de la BID en particulier, sur la gouvernance métropolitaine en particulier ou du financement de logements sociaux qui si ont porté leurs fruits. Alors revenons à Paris pour quelques instants, si tu le veux bien. Nous sommes dans le 13e arrondissement, rue Jean-Sébastien Bach. On est en 2006, sur les bancs de l'école, à Sciences Po, où tu commences ta formation d'urbaniste au sein du master cycle d'urbanisme. Thomas, qu'est-ce que tu ressens à ce moment? Alors des souvenirs assez vifs, on en a parlé hier, donc beaucoup de choses, sont revenues. Mmh. Hem, le cadre de travail, déjà, je pense que ça, c'était assez incroyable. Donc on a été dans ces locaux, rue Jean-Sébastien Bach, donc en totale autonomie avec une liberté aussi totale, je me souviens d'avoir eu les clés à un moment, et les codes de l'alarme, donc on gérait nous-mêmes nos horaires, on travaillait en équipe. Voilà, ça, c'était vraiment une découverte après de passer par, bon, un IEP et l'université publique française. Voilà, c'était quand même des moyens largement supérieurs. Bien sûr, la pluridisciplinarité, des gens, bon ça, bien sûr, tout le monde va te le dire, je pense. Mais c'était vraiment intéressant. Moi, j'avais jamais travaillé avec des ingénieurs, plus des juristes, d'autres formations, oui, mais ingénieurs en particulier, architectes non plus, je ne connaissais pas trop. Voilà, c'était très enrichissant et donc vraiment, ouais, c'est une belle énergie, quoi, qui donnait envie de travailler, tout le monde tirait dans le même sens, voilà, malgré l'intensité, du travail et des heures de cours. Heu, voilà, je dirais ça en premier. Avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que cette formation t'a vraiment transmis? Dans le fond comme dans la forme, y a-t-il des méthodes ou des postures du cycle d'urbanisme que tu as gardées dans ta manière de travailler? Alors sur la forme, j'en suis convaincu. Je pense que vraiment j'ai, appris à travailler comme un vrai professionnel. Dans les rendus, voilà, il y avait toujours une date limite très proche et il fallait que tout soit parfait. Heu, des profs derrière nous étaient là pour s'en assurer. Donc ça oui, voilà, je pense que je l'ai gardé et que je l'applique encore aujourd'hui, plusieurs choses, dans des présentations publiques, dans des rendus, dans la rédaction de certaines choses et cetera. Sur le fond, donc moi, je ne venais pas spécialement d'un cursus, lié à l'urbanisme, donc tout a été un peu nouveau. Donc intéressant de mon point de vue, très diversifié. Moi, j'ai eu du mal, j'avais pas une idée claire de ce que je voulais faire. Donc j'ai toujours hésité entre choisir, planification urbaine ou mobilité, enfin voilà, j'étais ouvert à tout, donc ça a été plus une classe d'introduction et j'ai ensuite, enrichi mon expérience en urbanisme, dans ma vie professionnelle et ma vie académique parce qu'ensuite j'ai commencé un doctorat, donc une fois que j'étais arrivé à Buenos Aires, l'université de Buenos Aires, sur, les processus métropolitains en œuvre à Buenos Aires. Donc j'ai, à cette occasion-là, relu tous les classiques de l'urbanisme, la théorie, l'histoire de l'urbanisme et ensuite ça m'a servi pour mes cours également. Donc voilà, ça m'a permis en tout cas d'avoir une introduction très générale à l'urbanisme et ensuite pouvoir, choisir, ce qui me plaisait le plus. Donc ça, voilà, pour ça je remercie le cycle. Alors le projet collectif est un travail de groupe qui est commun à toutes les formations du cycle d'urbanisme. Dans ton cas, quel était ton sujet et quels en sont aujourd'hui tes souvenirs? Donc nous, on a travaillé pour la SNCF. C'était vraiment intéressant. On a travaillé sur la gare de Lyon, sur la rénovation de la gare de Lyon. Donc on était en 2006-2007 avec l'idée de penser la gare de Lyon 5 ou 10 ans plus tard. En termes d'aménagement, en termes de services, en particulier d'accès. Donc je me souviens de réunions à haut niveau avec, des responsables de la SNCF. Donc ça, passionnant et très formateur aussi, voilà, devoir présenter en peu de temps, nos avancées. Heu, on nous avait également demandé une comparaison avec d'autres gares, donc on est allé à Rome
dans ce cadre-là. C'était aussi passionnant, voir comment à Roma Termini, voir comment eux géraient, en particulier, la proximité de publics, précaires, hein, typique des gares. Donc avec toute une action sociale importante. Donc à la gare de Lyon, c'était également intéressé, à ce sujet. Donc non, très bien, ça s'est très bien passé, on était très bien encadrés, on a beaucoup travaillé, et je crois que certaines choses ont été mises en place. Je repasse de temps en temps lors de mes retours en France à la gare de Lyon, mais effectivement, il y a des commerces qui se sont mis en place, on l'avait plus ou moins anticipé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué dans cette formation? Est-ce que tu souhaiterais la modifier? Non, a priori, je dirais que non. Moi, c'est peut-être ce qui m'a manqué, mais c'est vraiment très personnel. J'aurais besoin de plus d'une assise théorique et historique de l'urbanisme. Mais je pense que la plupart des élèves, des étudiants et étudiantes l'avaient déjà, en fait. Moi, j'ai débarqué un peu, par hasard. J'avais une vraie appétence pour l'urbanisme, mais je n'avais pas les bases, et donc je pense que, voilà, j'ai perdu certains cours à cause de ça, d'un manque, de connaissance de l'urbanisme. Et je me souviens, on avait les commentaires après le concours d'entrée, le commentaire des évaluateurs. Et j'avais eu un truc comme ça, en gros, c'est sait se débrouiller, mais n'a vraiment pas de connaissances en urbanisme. Donc je pense que ça a joué en ma défaveur, et j'ai perdu certaines choses qui auraient pu être plus utiles à ma formation. Mais bon, je pense avoir rattrapé, ça, j'espère, avec le temps. Et si aujourd'hui tu devais t'adresser à un futur étudiant dans une formation en urbanisme ou à un futur étudiant du cycle d'urbanisme, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire aujourd'hui avec, ton expérience, personnelle et puis professionnelle? Alors déjà, d'en profiter, parce que c'est vraiment de chouettes mois de travail collectif, de connaissances, de voyages, d'activités, tout ça. Ensuite, je pense que moi, j'ai été vraiment très agréablement surpris par l'équipe pédagogique, enfin le niveau, le sérieux, du directeur aux employés plus attachés aux tâches administratives. Donc voilà, quel conseil donner? Non, ayez confiance, voilà, entre votre formation et dans votre vie professionnelle, ça ira très bien. Voilà, tous les exemples que j'ai en tête, c'est le cas. Tout le monde a trouvé sa voie finalement. Plusieurs sont restés vraiment, dans le cœur de métier d'urbaniste, d'autres s'en sont un peu éloignés, c'est mon cas par exemple, et on y trouve tous notre compte. Voilà, donc ayez confiance en la formation, ce sera très bien. Alors redécollons de Paris et replongeons à présent dans Buenos Aires. D'un point de vue urbain, c'est une ville qui est pleine de tensions. Toi qui la pratiques depuis un certain nombre d'années maintenant, qu'est-ce que tu y observes? Oui, il y a beaucoup de tensions. C'est une ville et un pays qui a une tradition, du public assez forte, hein. On a une santé publique, on a une université publique, on a une éducation publique et gratuite. On a des espaces publics de grande qualité qui sont donc mis en valeur par, la mairie, qui sont utilisés par les porteños et porteñas, les habitants de Buenos Aires. C'est une des rares villes en Amérique latine où on peut marcher, de manière, sûre et agréable. On a des trottoirs, on a peu de barrières urbaines, il y en a quand même quelques-unes, on a une vraie qualité du mobilier urbain, il y a une vraie urbanité, et les gens, aiment sortir, sont dans la rue, et cetera. Je pense que c'est un héritage de la culture espagnole, italienne, assez fort encore. Mais c'est une ville qui se privatise de plus en plus, là j'invente rien, c'est une tendance mondiale je pense. Alors on le voit dans différentes choses. C'est une ville qui a été épargnée pendant longtemps des grands shopping, au mall, ici on dit shopping. Qui restaient en périphérie. Il y en avait pas dans la ville de Buenos Aires, et dans les années 90, c'est une période clairement identifiée par les chercheurs, on a, cette importation de l'urbanisme nord-américain avec, des shoppings, des autoroutes, voilà le modèle typique de la ville néolibérale. Donc c'est une ville qui n'a pas poussé le curseur aussi loin que Santiago, par exemple, au Chili, mais qui quand même, a suivi cette tendance. Donc il y a des tensions, par exemple, on en parlait hier, sur les terrains publics, donc il y en a de moins en moins dans la ville. Mmh. Beaucoup ont été vendus par la mairie à des promoteurs, donc ce qui est un vrai problème puisque ça empêche des marges de manœuvre ensuite pour la ville, pour faire, des équipements publics, des parcs.
Voilà et donc oui, l'espace se privatise de plus en plus, malheureusement. Pour mettre en vente ces terrains publics, est-ce qu'on organise des appels à projets, des concours ou est-ce que c'est plus une histoire de relations étroites entre public et privé? Voilà, bon, ta question est tournée dans le bon sens, c'est-à-dire c'est la deuxième option, c'est-à-dire c'est souvent du gré à gré et c'est des accords entre personnes de haut niveau qui se connaissent. Des appels d'offres, j'en connais très peu. S'il y en a, c'est souvent des appels d'offres un peu déguisés, au moins fléchés. Donc non, encore une fois, il n'y a pas de plan d'ensemble, il n'y a pas de vision stratégique et partagée, hein, entre, les équipes, politiques, les équipes techniques et les citoyens, citoyennes, ça n'existe pas. Donc, en gros, il y a des prises de décision très en haut dans la hiérarchie qui sont concertées avec personne et c'est le cas, pour la vente de ces terrains. Et on planifie la métropole? Alors, les métropoles, encore moins que la ville. Donc il y a eu des tentatives, hein, c'est un vrai sujet. Donc il se trouve que j'ai travaillé pour le BID, la Banque interaméricaine de développement, sur une, tentative, d'émergence d'une gouvernance métropolitaine à Buenos Aires. Donc c'est ce fameux projet qui avait reçu l'aval du président de la République en 2017, Jorge Macri, avec, des moyens. Donc l'idée, c'était de créer une instance où, parlent, discutent, se mettent d'accord, dialoguent le maire de Buenos Aires. Donc la ville de Buenos Aires, c'est l'équivalent d'une province ici. Donc il y a un chef de gouvernement et des ministres. Il n'y a pas de maire et d'adjoint au maire, c'est un statut différent. Donc que ce gouvernement de la ville de Buenos Aires, puisse discuter avec les maires des villes, de banlieue. Donc la banlieue ici, c'est le conurbano, c'est environ, si je ne me trompe pas, entre 13 et 14 millions d'habitants, puisque la métropole en fait 17, la ville de Buenos Aires compte environ 3 millions d'habitants, donc le reste, c'est la banlieue. Et sur une quarantaine de partidos, qui serait équivalent à des départements, des communes, c'est une échelle intermédiaire. Donc l'idée, c'était de faire, voilà, de créer un espace, partagé entre tous ces figures politiques et ça s'est pas fait. Il y a des fortes tensions. Un seul exemple, la plus grande ville de la banlieue de Buenos Aires, c'est La Matanza, qui a plus de 2 millions d'habitants. Donc vous imaginez que le poids, politique du maire de cette ville est très important. C'est la deuxième figure politique, de la ville au cœur de l'Argentine, voilà. Donc c'est très difficile de négocier avec lui. Donc voilà, rien n'a eu lieu. Il y a quelques expériences qui ont eu lieu entre 2 ou 3 communes, sur des projets très concrets. En général, ça commence par ça, hein. Il y a un problème concret de déchets, de services urbains, eau, en particulier. Ils se mettent d'accord, mais ça ne va pas au-delà de ça. Et j'ai fait un autre projet pour le BID, donc on a comparé des expériences latino-américaines sur cette gouvernance métropolitaine et on pense il y a vraiment un effet de taille de la ville. Il y a une sorte de seuil au-delà duquel mettre en place une gouvernance métropolitaine, c'est très compliqué. En gros, plus la ville est grande, plus c'est compliqué. Moi-même, je l'ai vu à Paris. Paris qui a une tradition, qui a les moyens, qui a une volonté politique. La construction métropolitaine, qui s'est mise en place depuis plusieurs décennies déjà, est quand même compliquée. Donc à Buenos Aires, où il n'y a pas tous ces atouts, on imagine bien que c'est compliqué. En revanche, il y a des exemples, où ça fonctionne bien. Alors, en Argentine, il y a Rosario et Mendoza, qui sont 2 villes d'1 million d'habitants environ. Au Mexique, il y a Guadalajara, qui marche bien. Il y a Medellín en Colombie. Des villes, disons, moins peuplées. C'est pas des villes moyennes, hein, c'est quand même des métropoles au moins régionales. Donc voilà. Donc Buenos Aires, impossible. Je ne pense pas que ça change, bientôt. Buenos Aires regarde beaucoup Barcelone, mais pareil, c'est une autre échelle Barcelone. Je sais pas, 3-4 millions d'habitants, c'est pas 17. Il y a 2 projets phares en matière d'urbanisme à Buenos Aires. Le premier, la loi d'urbanisation des quartiers défavorisés et le second, le projet de surélévation de la voie ferrée en pleine ville. Est-ce que tu peux nous expliquer, ces 2 projets et quel est ton regard à leur propos? Sur la loi d'urbanisation des villas, comme on dit ici, les villas, c'est l'équivalent des favelas au Brésil, c'est les asentamientos informales, les quartiers précaires. Donc en 2015 ou 2016, il y a une loi de la ville de Buenos Aires qui a permis l'urbanisation, de ces quartiers informels. Je pense que c'est la meilleure manière de le dire. Donc qui consiste en gros à ouvrir des rues, donc ce qui implique la destruction de certains immeubles et en parallèle la construction de logements sociaux, de quelques étages, en général 6 ou 7 étages, plutôt de bonne qualité.
Voilà et bien sûr l'ouverture du quartier, avec, son environnement. Donc c'est un projet qui a été mené par, l'Institut de la Vivienda de la ville, qui est un organisme rattaché à la ville avec des fonds du BID et c'est un exemple dans le monde entier. Ça a bien fonctionné. Moi, les quelques visites que j'ai pu en faire, on se rend compte vraiment des transformations. Les gens, a priori, sont contents de ces changements. On les implique beaucoup. Il y a tout un processus de concertation. On essaie de les former à la vie en copropriété, parce que l'idée, c'est qu'ils deviennent propriétaires des nouveaux logements construits. Donc c'est une pour reprendre un mot à la mode, une bonne pratique, qui circule au moins dans le, continent latino-américain. C'est un exemple. Je suis un peu plus critique sur le projet des viaducs, du train. Donc Buenos Aires, c'est une des rares villes d'Amérique latine qui puisse compter sur un service de train métropolitain, disons. Je crois qu'il y a que 3 villes en Amérique latine. C'est un vrai atout. Je crois qu'il y a 800 kilomètres de voies métropolitaines à Buenos Aires. Il doit y avoir 6 ou 7 lignes et c'est vraiment le mode de transport massif à Buenos Aires. Donc ça posait des gros problèmes de cohabitation avec, le trafic au sol puisque il y avait en fait des comment on appelle ça? Des passages, à niveau pendant de longues années et depuis une vingtaine d'années, on a décidé de surélever en général, c'est la 1re technique qui a été utilisée ou de faire des tunnels pour les voitures. Donc ça a été des gros projets. Donc, on a surélevé dernièrement 2 lignes. D'un point de vue trafic routier, je pense que ça résout effectivement les choses. Ça, il y a pas de problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait des espaces sous le viaduc qui apparaissent à cette occasion-là? Donc, la ville avait vendu, un projet un peu environnemental. On avait fait, des promenades vertes, des pistes cyclables et tout et finalement, ça s'est transformé très vite dans des projets commerciaux, immobiliers commerciaux. Voilà, Belgrano en particulier, on le voit très bien et finalement, on a mis encore plus de boutiques des mêmes chaînes qu'on connaît déjà à Buenos Aires, pour ne citer personne, des Starbucks, une chaîne de pharmacie très connue et cetera. Avec quand même l'intention de faire un pôle gastronomique. Il y a beaucoup de restaurants, mais la plupart d'entre eux aussi sont des chaînes. Et la dernière partie du projet, ça va être des concessionnaires automobiles, de luxe. Voilà, donc j'en attendais un peu autre chose de ce projet. On privatise, on commercialise, ce qui peut être commercialisé. Voilà. C'est plutôt bien fait dans ce cas-là, c'est de la bonne qualité urbaine, ça a créé effectivement, ça a requalifié le quartier, je pense, de Belgrano en particulier. Mais je pense qu'on aurait pu penser au moins en partie autre chose, des équipements culturels, des équipements collectifs, des espaces ouverts. La ville respire de moins en moins, ça c'est un vrai problème, il fait quand même chaud à Buenos Aires. Donc la loi a changé aussi. Maintenant, on peut construire des immeubles les uns à côté des autres sans laisser un espace où circule l'air, alors qu'avant ça ne faisait pas. Et cette privatisation, va dans le même sens, hein, ça étouffe la ville de plus en plus. La question des îlots de chaleur à Buenos Aires, c'est une question qui est complètement reléguée, hein. Géographiquement, Buenos Aires est une ville qui semble être éloignée de tout. Comment elle se connecte au reste du monde? Est-ce qu'elle y arrive d'ailleurs? Heu, Est-ce qu'elle rayonne par ses projets, par ses modèles, par ses ambitions? Est-ce que c'est un laboratoire d'expérimentation urbaine? Alors dans ses ambitions, j'en suis sûr, oui. C'est une ambition affirmée par la ville depuis, longtemps déjà, hein. Buenos Aires, veut parler d'égal à égal avec Paris, avec Barcelone. Donc il se mobilise, le maire, va à toutes les conférences. Ah, il y a un bon exemple, c'est, le C40 qui est cette assemblée des grandes villes du monde, voilà, qui en maintenant compte 80 je crois Oui, ou oui. plus. Donc Buenos Aires était le siège de la conférence annuelle il y a quelques années, en 2022 je crois. Donc voilà, ils ont vraiment mis en valeur tout ça pour montrer que voilà, Buenos Aires est capable d'inviter des maires du monde entier, de traiter d'égal à égal avec eux. Donc c'est une vraie volonté politique. Dans les faits, bon, si, c'est une ville globale, donc je ne sais pas, en géographie, il y a des indices, qui existent pour calculer la connectivité du monde. Il y a le GAWC en particulier qui est utilisé, donc Buenos Aires apparaît toujours dans le top 20 des villes globales. Je dirais qu'en Amérique latine, il y a Mexico, Sao Paulo et ensuite c'est Buenos Aires. En général, c'est ça, en termes démographiques et en termes de connexion au monde. Alors voilà, donc ça oui, c'est une ville globale, ça j'en suis sûr. En revanche, on est loin de tout, comme tu l'as dit dans ta question, hein. On est, dans l'hémisphère sud. Tout coûte cher, la logistique est chère. On est hors des grandes routes maritimes, des grandes zones logistiques. Donc pour moi, c'est une globalisation qui existe, mais elle est incomplète. Mais moi, je mettrais plutôt ça en valeur en fait. Il y a encore une certaine authenticité à vivre à Buenos Aires, au-delà des clichés et tout. Donc en travaillant en consulat, on reçoit des gens qui ont été en poste, un peu partout dans le monde et vraiment leur première sensation, c'est ça. On est loin de tout. Ici, on n'a pas Amazon, par exemple.
On n'a pas d'iPhone. Alors là, ça commence à changer, mais pendant longtemps, Apple n'était pas autorisé à vendre D'accord. les appareils Mmh. ici. Un peu une loi de protection, industrielle. Donc c'est un pays aussi qui protège son marché. Donc c'est cette double, ouais, c'est encore une fois une tension qui moi me plaît beaucoup parce que je me sens pas déconnecté du monde. Heu, c'est une ville qui accueille, des gens du monde entier, beaucoup d'Européens. La vie était très peu chère encore dernièrement. Il y a un visa spécifique qui avait été mis en place pour les nomades digitaux. Pour venir alors Pour venir travailler. ici 6 mois pour voilà. Beaucoup d'Américains, beaucoup d'Européens. Donc il y avait des salaires qui étaient payés dans ces pays du monde du global, du nord global comme on dit ici et qui vivaient à Buenos Aires. Ils vivaient très bien avec un salaire de 4 ou 5 000 $ ici, on vivait très bien. Ça a Depuis changé? ça a changé. Depuis 1 an, le pays s'est renchéri, c'est une des villes les plus chères du monde désormais. Comment elle est vécue, cette évolution économique? Alors les familles, les gens souffrent, la voilà, avant les classes, il y a une alors la classe moyenne en Argentine a souvent été importante, et là elles font à vue d'œil, c'est-à-dire il y a de plus en plus de pauvreté et quelques personnes qui s'enrichissent. Mais dans l'ensemble, le mouvement général est, un appauvrissement de l'ensemble, des couches sociales, sauf les plus riches. C'est compliqué au consulat, donc moi je travaille comme, au service social, donc comme, travailleur social et on s'occupe, de mettre en place, les dispositifs sociaux qui existent, que met en place la France à l'étranger. Donc on a des aides sociales. Donc nous, on voit vraiment un changement. On a de plus en plus de personnes qui viennent nous demander une aide sociale. Avant, on recevait vraiment des personnes dans le besoin, en situation précaire et là, on commence à recevoir des gens qui étaient en dans une classe moyenne, qui souffrent, qui ont juste de quoi payer leur loyer et à manger et c'est tout. Donc l'accès au logement dans ces conditions est, impensable. Classe moyenne aujourd'hui, n'a pas accès au crédit et n'a pas accès au logement. Tu évoquais une ville, vide. Alors ça, oui, un autre problème aussi qui est connu ici. Alors le problème du logement, on peut le reconnecter à ça effectivement. On peut aussi reconnecter à la situation économique du pays. Donc le peso qui est la monnaie, locale, ne vaut rien. C'est une monnaie qui se déprécie tout le temps. Il y a beaucoup d'inflation. Donc les gens pour économiser doivent avoir des dollars. Donc le marché, du dollar était limité jusqu'à présent. Jusqu'à lundi dernier, c'est arrivé un moment clé, charnière de l'économie argentine. On était limité à 200 $ par mois pour en acheter, sur le marché officiel. Ensuite, on pourra en acheter sur le marché Parallèle. parallèle, mais au prix fort. Voilà, donc une des manières d'épargner pour, les classes à partir de classes moyennes aisées, c'était donc d'investir dans, dans la pierre, en général des logements. Donc c'est ces grandes tours qui se ressemblent un peu toutes, dans toute la ville, hein, il y a dans beaucoup de quartiers et qui finalement souvent, restent vides. Le propriétaire n'a même pas envie de louer ce logement. Il pense que ça va générer trop de problèmes. Peut-être qu'il y a une loi la loi a changé également, la loi de location, mais qui était plutôt favorable pendant longtemps aux locataires et ça faisait peur aux propriétaires. Moi, ayant été locataire à cette époque, je trouvais ça très bien, mais voilà, c'est pas la seule explication, mais il y avait une certaine peur. Donc en fait, ils préfèrent avoir leurs biens, immobilisés, mais comme, manière d'épargner. Donc il y a certains quartiers, les quartiers, Puerto Madero, que tu connais, on estime, je crois, qu'il y a 40 de logements vides. Voilà. Sachant que la population à Buenos Aires n'augmente pas tellement dans la ville-centre, hein, depuis 1947, on est autour de 3 millions, Mais on y construit de plus en mais on plus. y construit de plus en plus et ces logements restent vides. En revanche, la périphérie, elle, connaît une augmentation démographique vraiment, élevée et c'est des gens qui donc doivent venir dans le centre tous les jours. Certaines personnes font entre 2 h 30 et 3 heures, de voyage. À l'aller, la même chose au retour. Donc il y a un vrai problème. Mais encore une fois, c'est pas un problème vraiment, mis sur la scène politique. Plus oui, les chercheurs en sont conscients, on en parle, mais c'est pas un sujet qui importe, qui tienne à cœur les politiques. Encore une fois, parce qu'il y a pas de gouvernance métropolitaine. En gros, la ville de Buenos Aires a pas intérêt à travailler ces sujets, hein. C'est de la main-d'œuvre, qui vient de l'extérieur, c'est pas son problème. C'est pas des personnes qui votent ici. L'accession à la propriété devient donc de plus en plus difficile. Est-ce que tu penses que la solution, c'est le marché locatif? C'est très compliqué de louer, c'est de plus en plus cher. Là, ça a pris, j'ai pas les chiffres exacts, mais ça a doublé, je pense, en 1 an. Là, on est, sur, des locations entre 4 et 600 $ par mois pour des 30 ou 40 mètres carrés. C'était pas du tout le cas avant.
on payait la moitié, je pense. Donc les Argentins sont habitués, hein. Les Argentins et les Argentines à ces situations, économiques, complexes. C'est un pays qui passe de crise en crise. Comment ils s'adaptent à Ils ce s'adaptent, ils se débrouillent. Alors, il y a différentes techniques. Alors il y a eu beaucoup de départs d'Argentine, hein, des gens qui sont en capacité de voyager, des jeunes bien formés, vont beaucoup en Espagne, en Europe. Voilà, et ceux qui peuvent pas partir, ils se débrouillent. Alors, je pense qu'en général, ils retournent vivre dans les familles, chez eux. Donc ils en fait, en général, on dit qu'il y a 3 marchés immobiliers à Buenos Aires. Donc il y a le marché privé, hein, qui est vraiment, dominant. Le marché, public, social, mouvement social? Ouais. qui est très limité. Il a été moins dans les années 70, il y a eu des grands programmes de logement, mais là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a le marché qu'on pourrait dire informel, c'est tout ce marché dans ces quartiers, précaires, où il y a des mécanismes économiques en marche, hein. Il y a tout un système de location, en dehors des circuits que moi je peux connaître, avec du fait de ma situation sociale. Et donc souvent, c'est une solution, pour les gens, qui n'ont pas les moyens. Alors et pareil, il y a différentes gammes dans ces vichas. Il y a des vichas qui sont très centrales, consolidées, avec des services, il y a ces vichas qui ont profité de cette loi d'urbanisation et il y a les vichas qui sont en périphérie, sans rien, sans services urbains, qui sont les plus grandes. Voilà, mais là également, il y a c'est tout un c'est un marché, locatif, qui existe. Buenos Aires est une ville qui se débrouille. Qui se débrouille, oui. Je pense l'Argentine en général est un pays qui se Oui. débrouille, oui. C'est aussi une ville qui attire de grands noms pour résoudre ces problèmes d'urbanisme. Qu'est-ce que tu penses de leur intervention? Est-ce que c'est efficace? Aujourd'hui. Alors encore une fois, je vais être assez critique parce que moi, ça participe complètement de cette, volonté, de la ville de faire partie, du concert des villes mondiales, du concert des maires, des villes globales. Donc il y a 2 exemples, je pense. Le premier exemple, c'est il y a peut-être une dizaine d'années, la ville a fait appel à Jan Gehl, donc l'urbaniste, danois, donc qui est connu ici parce que ce qu'il a fait à Times Square, je crois, à New York, c'est bien lui, si je ne me trompe pas. Et donc, les dirigeants de Buenos Aires ont vu ça, ont dit: «On veut faire la même chose à Buenos Aires». Donc, Jan Gehl, je crois qu'il n'est même pas vu en personne. Bon, faut pas que je sois trop critique. Il a envoyé quelqu'un de son équipe, il a proposé un projet clé en main, avec, voilà, une piétonisation de l'espace public. Certaines choses se sont faites, ponctuellement, il a pris cher. Il n'a pas fait appel à la main-d'œuvre locale, les urbanismes locaux qui sont formés, qui connaissent leur ville et cetera. Donc ça, c'est une vraie critique qu'on peut faire. Et bon, il y a d'autres projets aussi que j'ai suivis de plus loin qui en fait, oui, répondent un peu à la même volonté de la ville, à la même appétence pour, voilà, être une ville globale et qui génèrent les mêmes problèmes de on court-circuite en gros, je trouve les savoirs locaux, les savoir-faire locaux, qui existent. Et donc voilà, en fait, c'est vraiment de l'urbanisme international. C'est la circulation de ces modèles, la circulation de ces méthodes. Est-ce qu'on écoute les habitants dans ces méthodes qui viennent d'ailleurs, hein? Il y a une partie qui oblige à ce qu'il y ait une phase de concertation. Elles existent, elles se font. Moi, je suis pas convaincu, elles se font bien, je pense, hein, elles respectent, les cahiers des charges. Je suis pas sûr que ce soit très utile. Encore une fois, un bon exemple, c'est la loi d'urbanisation des Vichas, où là, il y avait une concertation, mais longue, de plusieurs années. Il y avait des travailleurs sociaux, il y avait des urbanistes, il y avait des gens qui connaissaient ce quartier, qui travaillaient déjà dans le quartier avant, qui ont la confiance des habitants. Donc moi, je suis allé à des réunions de concertation et là, il y a un vrai dialogue, il y a une vraie formation. C'est pas juste on vient présenter le projet et voilà. Non, non, on les accompagnait vraiment. Est-ce que tu penses que ces dynamiques de dialogue, d'échange avec les habitants, est-ce qu'elles adaptent le modèle qui est initialement importé ou peu importe, il reste le même? Alors je pense pour ces grands projets, dans une très faible mesure. Je pense que ces grands noms d'architecture viennent ici avec leurs projets clés en main. Bon, mais c'est une tendance, ancienne. Dans mes cours d'urbanisme, je parlais de la visite du Corbusier à Buenos Aires en 1929 et dans toute l'Amérique latine par la suite, hein. Et donc dans chaque ville, en fait, il faisait un plan, heu, où il prenait en compte très peu de choses, du contexte. Parfois un élément du contexte géographique, mais dans l'ensemble, non, il arrivait avec ses idées d'urbanisme fonctionnaliste et hop, on l'applique, où que ce soit, sans prendre en compte, l'histoire, le tissu social, On ressent aujourd'hui ce manque d'appropriation à Buenos Aires?
c'est aussi, l'avantage que les projets se font toujours qu'à moitié. En fait, il y a pas eu de grands projets, de ces grands noms de l'urbanisme qui se soient faits. Il y a eu un grand projet, je me souviens, donc dans la Villa 31, celle qui est centrale, donc qui est coupée de la ville, malgré sa proximité, par une autoroute et le faisceau, ferroviaire. Donc il y a eu une idée de faire un pont qui relierait en fait le quartier, les quartiers les plus chics et bourgeois de Buenos Aires à cette Villa. Et l'idée, c'était de faire que la BID, mette son siège, construise son siège, je me souviens plus, au-dessus ou en dessous du pont. C'était un bon bâtiment. Voilà, donc tout le monde en a parlé dans la presse. Ça s'est jamais fait, vous voyez, voilà. Donc la plupart du temps, c'est ça, hein. Il y a des effets d'annonce assez importants. Il y en a eu encore un la semaine dernière. C'est souvent des projets qu'on découvre, nous, urbanistes, au dernier moment. On n'est jamais associés, à la réflexion, à la prise de décision. On en parle quelques jours dans les médias, souvent avant une campagne électorale et souvent ça se fait pas. Et si ça se fait de manière très partielle. Donc c'est dur d'avoir un avis sur, s'il y a une prise en compte ou pas du ton contexte local. Pour autant, est-ce que ça décourage les habitants de participer à ces procédures de concertation? Alors, les habitants, il y a vraiment pour moi un biais socio-économique. Alors là, je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre l'exemple du code urbain. Donc c'est le code de l'édification qui régule, la hauteur, à laquelle on peut construire, la densité et cetera. Donc ce code a été changé dernièrement et en fait permettait une homogénéisation des hauteurs dans toute la ville. C'est-à-dire qu'on peut y construire jusqu'à 8 ou 10 étages dans toute la ville sans prendre en compte, encore une fois, le contexte local et cetera. Et donc c'est pour cette raison que quand on se promène à Buenos Aires, on peut parfois rencontrer des belles petites maisons de caractère traditionnelles qui sont encerclées par des tours de 12, 13 étages autour. Exactement, exactement. Alors qu'avant, il y avait vraiment des quartiers résidentiels, un peu loin du centre qui étaient préservés, hein. C'était quartiers de maisons très agréables, arborés et tout. Donc ça a changé et donc pour parler de la participation, les habitants des quartiers les plus riches ont réussi, à se mobiliser, à créer des collectifs, à faire remonter, heu leurs demandes auprès des politiques et donc il y a eu un changement de code. C'est donc une ville où on négocie. Tout le temps. Non, peut-être j'exagère aussi, il faudrait simplifier. Mais oui, mais on négocie seulement à haut niveau, j'ai l'impression. C'est plus dur, pour les gens de quartiers, plus précaires de se faire entendre. Il y a vraiment ouais, il y a une division forte, hein, quand même. On reste quand même en Amérique latine, même si c'est une ville et une vie, où les inégalités sociales ne sont pas aussi marquées que dans d'autres pays. Je pense au Brésil et au Chili en particulier. Il y a quand même, un nord et un sud dans la ville, hein. Le nord plutôt les quartiers, aisés et le sud non. Donc il y a un vrai défi urbain là, en revanche, auquel s'attache la ville, c'est, le développement du quartier sud. Donc il y a plusieurs projets. Comment on relance ça? Donc soit par une sorte d'industrialisation. On a créé des districts aussi. On n'impose pas les entreprises, qui vont s'y installer. Et là, le dernier projet en date, c'est donc une sorte de plus-value. Donc on donne des droits à construire dans la zone nord de la ville, contre des constructions dans la zone sud. Bon, c'est très complexe. En gros, c'est des droits à construire, voilà, Qui sont partagées. qui sont partagés pour essayer de rééquilibrer. De ce que je comprends, les spécialistes sont dubitatifs. Voilà. Donc on a c'est vrai, il y a l'avenue Rivadavia qui est l'avenue centrale de la ville qui parcourt toute la ville et on dit en général que c'est elle qui marque la différence entre le nord et le sud de la ville. On parlait des difficultés que cumule la ville. Malgré tout cela, qu'est-ce qui te donne envie de rester? Qu'est-ce qui te donne envie de faire ta vie ici? Alors moi, au vu de ma situation professionnelle, et économique, je vis très bien, hein. Là, je suis au contact de la communauté française au consulat. On voit les gens qui restent, c'est les gens qui sont installés ici, qui ont un travail, en général qui sont en couple. Là, pour les gens qui sont moins installés et dans des situations professionnelles plus précaires, c'est compliqué. Il y a beaucoup de retours en France, en Europe en ce moment. Donc moi, je vis bien, j'ai une vraie qualité de vie, je trouve supérieure à celle que j'aurais dans une autre grande ville, dans le monde, hein. Je n'ai pas vécu dans beaucoup de villes, mais je peux comparer à Paris en tout cas. Alors, ça s'explique, je trouve il y a une vraie qualité urbaine. Donc on le disait, hein, qualité des espaces publics, c'est une ville où on peut marcher, ça j'adore ça, c'est rare en Amérique latine.
Et ma vie sociale ici, la vie sociale argentine est intense, facile. On est toujours invité, à droite, à gauche. On peut faire beaucoup de sport, on peut faire beaucoup d'activités, on peut faire de la musique, on peut faire des thérapies de tout genre. Tout ça, c'est pas cher, ça reste pas cher, c'est très abordable. Donc, on peut vraiment profiter de plein de trucs. Alors, j'ai une hypothèse aussi, à ce sujet. Moi, un des reproches, un des inconvénients que je vois à Buenos Aires, c'est sa géographie. On est dans une grande plaine, hein, qui est la Pampa, qui est une des plaines les plus fertiles, dans le monde, et on est au bord du Rio de la Plata, donc, qui assure, la connexion au monde, en particulier pour, les exportations et les importations de céréales et de produits. Et en fait, il y a pas de relief géographique. Voilà, je pense souvent aux Grenoblois qui tous les week-ends, quand ils me racontent, ils ont toujours des balades fantastiques, des randonnées, des montées de sommets, et cetera. Ici, non, ici, il faut faire 800 kilomètres pour voir les premiers reliefs. Donc je pense qu'en fait, le porteño s'est recentré sur la vie urbaine, sur des choses, à proximité, et je pense que ça peut expliquer en partie, hein, c'est un peu tiré par les cheveux, cette qualité urbaine. Le cinéma argentin est fantastique. On peut voir plein de films, pour pas cher. Le théâtre, je crois que c'est une des références mondiales, c'est une des capitales du théâtre dans le monde. La musique, le sport, voilà. Moi, c'est ça que j'ai toujours aimé à Buenos Aires, cette vie sociale et urbaine, qui me fascine encore. Et avec ton regard franco-argentin, quand tu compares tes expériences de travail en France et ici en Argentine, comment tu comparerais le sérieux, la rigueur ou au contraire l'improvisation, la négociation dans les manières de travailler ici et là-bas? Alors c'est vraiment très différent, bien qu'on soit d'une culture commune, hein, comme on le disait. Dans les méthodes de travail surtout, en urbanisme, c'est vraiment différent. La rigueur française, n'existe pas ici et justement est mise en valeur. Donc je pense que aussi les Français qui restent, c'est parce qu'ils ont réussi à mettre ça en valeur. Tiens. Moi, ça a été mon cas, oui, oui, tout de suite, hein, en sortant du cycle, 1er travail que j'ai eu dans cette ONG sur mobilité urbaine. Je pense que j'ai appliqué les méthodes, cycle d'urbanisme, Sciences Po, tout ça, et ça marche ici. Mais il faut l'accompagner d'une certaine, plasticité, d'une, flexibilité qui est fondamentale. Si on n'est pas flexible, c'est difficile de s'adapter. Ça pose un problème dans les relations de travail? Alors moi, je m'y suis fait. Je pense que j'étais un peu fait pour ça. J'ai toujours aimé, j'ai du mal avec, la formalité, la solennité, tout ça. Je c'est une culture qui me correspond. Dans la plupart des cas, je pense que les Français qui s'installent ici en sont conscients et s'en font très bien. Ici, il faut pas s'énerver, faut pas monter la voix. Donc faut réussir, voilà, on négocie comme on peut, mais non, c'est complètement faisable, hein, c'est Buenos Aires, c'est une ville vraie. oui, je pense tout à fait, authentique et vrai, ouais. C'est pour ça que je m'y sens bien, je pense. Alors comment l'expliquer? C'est vraiment une sensation, hein, bon, les Argentins, par leur nature, leur culture, c'est des fanatiques, un peu de tout. Alors du foot en premier lieu, de la musique, hein, on parle souvent les Argentins, comme le meilleur public, au monde. On reçoit beaucoup de groupes mondiaux, hein. J'ai C'est des scorpions prochainement? Oui, il y a tous les groupes, alors un peu historiques, hein, des années 70-80. Tous les groupes mythiques ont joué ici. C'est vraiment une étape importante dans le réseau des villes, pour les concerts. Mmh. C'est une manière aussi de se connecter Tout à fait, au reste du monde. exactement, hein. Je ne sais pas dans quelle mesure la ville essaie de mettre ça en valeur, mais en tout cas, la ville, quand je dis le gouvernement. Mais en tout cas, par exemple, il y a un exemple qui a fait grand bruit il y a 2 ans, c'était, Coldplay. Coldplay est venu Coldplay. alors, Donc Coldplay est venu il y a 2 ans et ils ont fait 10 dates, 10 jours de suite. C'était le record pour en eux, Argentine? en Argentine, à Buenos Aires. Et en fait, Uniquement à Buenos Aires? uniquement à Buenos Aires, Mais au stade de River, le stade oui, de l'équipe de foot où joue aussi la sélection nationale. stade sur lequel tu as une vue depuis ton labo, Voilà, de recherche à la faculté faculté. d'architecture. Exactement, il y a beaucoup de lire. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que alors ça doit faire, je ne sais pas si doit y avoir environ 30 000 spectateurs par concert, il faudrait vérifier, ce qui fait 300 000 en tout. Et donc il y a des gens de toute l'Amérique latine qui sont venus. Mmh. Donc beaucoup de personnes en ont profité pour louer, sous-louer leur appartement par les plateformes. Et il y a des gens des pays limitrophes, hein, en général, des Chiliens, des Boliviens, des Péruviens, limitrophes ou pas, des Uruguayens, des Paraguayens, des Brésiliens,
et qui en ont profité pour faire des check-up médicaux. Parce que l'accès à la santé est Et quelque chose gratuit. d'assez extraordinaire, Et voilà, par rapport aux autres pays qui sont exactement. Où c'est ça. payant, au Chili, tout est payant. Mmh. Voilà. Donc les hôpitaux, en fait, ont subi un pic, de travail à ce Grâce au moment-là, concert ou à cause du à cause concert. du concert, voilà. Et hem et donc comme on disait, ouais, tous les groupes mythiques sont venus, ils ont tous un souvenir ému de Buenos Aires et ils disent pratiquement tous que c'est le meilleur public de donc il y a un vrai fanatisme argentin pour un peu tout, hein, tout. Ils arrivent à s'enthousiasmer pour pas grand-chose ou pour des choses justement importantes et sérieuses. Alors on s'est bien baladé depuis le début de cette émission ensemble. Pour terminer Thomas, j'aimerais que tu nous laisses une dernière image de cette ville que tu vis, que tu pratiques au quotidien. Est-ce que tu pourrais nous partager une scène, un détail, une sensation d'ici, s'il te plaît? Eh ben, allez, je me lance. Je vais dire le musée des beaux-arts, Bellas Artes, qui est un petit musée, public, maintenant payant, mais pour rien du tout. On donne ce qu'on veut. Qui en fait regroupe, donc des œuvres du monde entier, mais en gros une œuvre par, peintre ou artiste, connu dans l'histoire. Il y a un Van Gogh, il y a un Picasso, il y a un Monet, un Manet, voilà. Et en fait, je trouve ce lieu très agréable. C'est pas ces grands musées, globaux, qu'on connaît à Londres, à Paris, à New York. C'est beaucoup plus réduit et quand même, on en retire quelque chose, voilà, on y va, c'est agréable, on a une vision assez claire, de l'histoire, de l'art. Voilà, je trouve que c'est très fait à l'argentine, en fait. On fait comme on peut, on a des moyens limités, on n'a pas de budget, mais on tient le truc. Ce musée existe depuis très longtemps. Il est ouvert à tout le monde, gratuit, heu et voilà, on se débrouille. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée-là, mais je trouve que ça reflète bien. On fait comme on peut, mais on le fait bien On le fait et vivre. et on le fait avec enthousiasme. Voilà et un autre exemple, mais beaucoup plus cliché, c'est sans doute l'équipe de foot argentine. Je sais qu'en France, on a un vrai sujet. Mais là, il y a une très belle équipe en ce moment. Il y a moins d'individualité, c'est des gens qui tirent tous dans le même sens, qui jouent très bien, il y a un très jeu collectif. Voilà, je pense aux fans de foot qui doivent suivre l'équipe et c'est vraiment une bonne période pour l'Argentine de ce point de vue-là et ça me donne espoir dans le pays parce qu'il y a eu quand même en Argentine, on parle beaucoup de la grieta, en gros, qui est la fissure entre 2 mondes, donc qui s'applique à on est de River ou Boca en foot. Ils ont pas de juste 2 milieu. clubs alors, 2 clubs, c'est 2 clubs mythiques de Buenos Aires et on peut pas être de l'un ou l'autre. En politique, ça s'applique beaucoup. On est soit péroniste, soit anti-péroniste et maintenant on est soit milléiste ou anti-milléiste et beaucoup de voilà, de volets de la vie culturelle argentine passent par là. Alors encore, c'est cliché, il faudrait bien sûr, mais il y a un clivage qui est assez il y a un intense clivage, et exactement qui est vrai. et qui est vrai. Alors souvent, c'est sur le ton de la rigolade, hein, on va pas taper quelqu'un parce qu'il est de River et l'autre de Boca, mais quand même, c'est très présent. En politique, ça se sent beaucoup, hein. Les débats peuvent vite, dégénérer et donc je trouve que voilà, c'est cette sélection, cette équipe d'Argentine montre, voilà, c'était émouvant, hein, le jour où ils ont gagné le mondial, donc tout le monde s'est réuni dans les rues. Il y a eu des problèmes logistiques, le bus arrivait pas, donc ça a été un bazar pas pour plus à l'Argentine. Tout était mal organisé au dernier moment, mais tout s'est bien passé, les gens étaient heureux, voilà. On se débrouille comme on peut et on vit bien et on oublie vraiment la vie quotidienne qui peut être compliquée en ce moment surtout. Cher Thomas, c'est la fin de cette aventure argentine. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce premier épisode du podcast, le premier d'une longue série. Le prochain épisode me mènera au Chili et plus particulièrement à Santiago pour y rencontrer Mathieu et Carole. Pour l'heure, pour nous deux, on continue notre balade urbaine. Et pour les auditeurs de Reshaping Cities Initiative, je vous dis à très bientôt. Merci Clément, à bientôt et bravo pour ton projet. Bonne route.